RCN. Le son de la différence. Tempo classique sur RCN, Dominique Breda. Bonsoir à tous, ce soir émission résolument tournée vers l'avenir avec le compositeur Bernard de Vienne. Bonsoir Bernard. Bonsoir Dominique. Alors vous êtes presque un habitué des studios de RCN puisqu'on vous a reçu à l'automne dernier dans le cadre de l'émission consacrée au chœur de flûte de Lorraine et durant laquelle on avait pu entendre une œuvre que le chœur avait commandée, vous avez commandé. Les inscriptions muettes qui avaient été interprétées en live par le chœur de flûte. Donc, on avait alors commencé une discussion, mais faute de temps, nous avons dû l'écourter. Je vous propose donc de la reprendre et de la ponctuer par vos propres choix musicaux à l'intérieur de vos œuvres. Alors pour ce faire, nous allons nous appuyer sur votre dernier ouvrage sorti en 2023 aux éditions de La Tour et dont le titre est « Le principe d'incertitude écrit sur l'art ». Tout un programme, hein, qu'on va développer avec grand plaisir. Alors Bernard de Vienne, vous avez écrit environ 160 œuvres à ce jour, c'est ça ? Absolument. Voilà, pour toutes sortes de formations, ce qui vous donne une certaine vision, voire une vision certaine du domaine de la composition. Tout au moins de ma composition. Oui, bon, d'accord. Alors on va peut-être commencer par écouter une de vos pièces, ce sont les inventions pour 5 viols.
C'était les inventions pour 5 viols de Bernard de Vienne par l'ensemble Sine Qua Non. Alors Bernard, on va peut-être commencer par quelques questions un peu générales autour de la composition avant d'entrer plus dans le détail. Alors en quoi la composition est-elle un artisanat à partager pour vous ? C'est d'abord avant tout un artisanat, c'est-à-dire écrire est quelque chose de très technique. Parce qu'il faut connaître bien les possibilités de tous les instruments. Donc c'est pour ça que je rappelle toujours que la composition est un artisanat. Et donc à partager, parce que ma musique est très instrumentale, parce que j'aime bien, je l'ai déjà dit, que les instruments, qu'un instrumentiste qui joue ma musique retrouve quelque part ce pourquoi il a choisi de jouer son instrument, et donc le partage c'est précisément ça. J'aime beaucoup travailler sur les possibilités des instruments avec les instrumentistes, surtout quand on est dans ce qu'on appelle des techniques étendues ou des techniques augmentées par rapport à ce qu'on fait habituellement sur l'instrument. Les instrumentistes eux-mêmes ont plein de choses à proposer sur leur instrument quand ils ont justement une attitude de recherche, d'invention avec leur instrument, ce qui a été le cas dans cette pièce pour 5 viols. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire quand vous composez ? Rien. Rien, d'accord. Bon. Non, c'est pas... Comment dire ? C'est pas... Évidemment, il y a des compositeurs qui ont des messages, comme Luigi Nono, qui était communiste, qui avait un vrai message social à faire passer à travers sa musique. Moi, j'ai pas particulièrement de messages à faire passer. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est une réflexion sur la forme, sur la qualité du son, sur la manière d'agencer le temps, la manière de faire les choses et tout. Donc, je suis très... comment dire ? Je sais pas quel mot employer. C'est ce type de rapport que j'ai par rapport à l'écriture musicale. Le message, oui, on le fait passer évidemment quand on choisit des textes. Oui, c'est ça, des textes qu'on met en musique. Là, effectivement, dans ce cas-là, on peut, comme c'est mon cas, je choisis toujours des textes qui ont une visée très humaniste, parce que le rapport de l'homme au monde ne cesse de nous interroger. Donc, c'est ma grande interrogation. Mais j'ai pas de message politique, pas de choses comme ça, parce que personnellement, je trouve pas que la musique soit le lieu de ça, mais je sais très bien que j'ai d'autres compositeurs qui écrivent remarquablement bien. Pour eux, oui, si, c'est un lieu pour faire passer des messages. Donc, j'allais dire, chacun son truc. Chacun son truc. Et c'est un besoin pour vous, la composition ? C'est une première nature, vous m'aviez dit lors de l'émission précédente. Complètement. Moi, je veux dire, on a tous besoin, en tant qu'être humain, de trouver quelque chose où on a l'impression d'être nous-mêmes. Moi, je suis moi-même devant ma table de travail. Donc, c'est ce qui m'a constitué en tant qu'être humain. Et je ne suis bien que devant ma table à composer. Voilà. Bon, et composer, vous fait-il vous sentir vivant dans l'histoire de la musique ? Alors ça, c'est pas à moi de le dire, parce que la place qu'on occupe dans l'histoire de la musique, évidemment, j'espère que je resterai un compositeur vivant dans l'histoire de la musique. Ça, on a tous ce vœu au fond de nous-mêmes, mais bon, je pense déjà que si au niveau de l'artisanat, une œuvre est bien composée et jouable et que les instrumentistes aient envie de se l'approprier, c'est déjà énorme. Le reste, la pérennité d'une œuvre, ça tient à la fois à la qualité de l'écriture, mais ça tient aussi à l'évolution de la société, l'évolution de la sensibilité de la société. Là, je ne serai plus là pour savoir quoi que ce soit. Puis comme pour beaucoup, il y aura peut-être un petit purgatoire entre les deux. On ne sait pas. Mieux vaut pas trop se poser cette question-là et travailler. Très bien. Eh bien, un résultat de votre travail, c'est une pièce pour flûte seule qui va être interprétée par Yves Charpentier, qui s'appelle Ubu Ua. C'est quoi le titre ? C'est en langue du Burundi, qui s'appelle. Ça veut dire souffler. D'accord, eh bien on écoute Souffler.
C'était Oubou ou A pour flûte seule de Bernard de Vienne par le flûtiste Yves Charpentier. Alors Bernard, on voit que vos sources d'inspiration ne sont pas que européennes, loin de là. Hein, vous avez tout un dispositif de possibilités pour vos inspirations diverses et variées. Disons que dans ma formation, et surtout par curiosité d'esprit, j'ai effectivement, je me suis beaucoup intéressé aux musiques non-européennes, et avec toute leur richesse de timbres, de modes de jeu, voilà. J'ai moi-même pratiqué la flûte professionnellement, en faisant de l'improvisation, sur flûte moderne, sur flûte baroque. D'ailleurs, la pratique baroque m'a apporté beaucoup de choses, parce qu'il y a d'ailleurs beaucoup de parallèles entre la pratique baroque et les musiques non-européennes, justement, ne serait-ce que pour les doigtés, pour les timbres différents. Et j'ai aussi pratiqué l'électroacoustique dans le cadre de mes études et de l'improvisation. Donc c'est vrai que mon écriture aujourd'hui est une sorte de creuset de toutes ces influences et qui sont nourries en plus par de multiples lectures, parce que je suis un gros lecteur dans plein de domaines différents, que ce soit la science, la poésie, la littérature, la philo, comme on dit, on fait son miel de tout. Oui. Et alors d'un point de vue plus purement musical, vous écoutez ce que font vos collègues ? Bien sûr, oui. Bien sûr. Et je reste persuadé, si je peux faire passer un message, que la musique, ça s'écoute en direct. Ah bah ça oui. Voilà. Ah, et donc d'aller au concert, de voir des instrumentistes jouer, en fait, on voit que la musique, c'est quelque chose qui est incarné. Ce qu'on appelle l'interprétation, en fait, c'est un bien grand mot. L'interprétation, c'est d'abord avant tout un instrumentiste qui est face à son instrument ou avec son instrument et qui donne chair à une œuvre musicale, c'est-à-dire qu'il la rend vivante. Et quand on voit un instrumentiste jouer, surtout dans une œuvre contemporaine ou dans une œuvre en création, eh bien justement, le corps, la vision du corps de celui qui joue dit beaucoup de choses de la musique elle-même. Et en plus, au niveau purement acoustique, le fait d'écouter la musique dans une salle ou d'être proche de l'instrumentiste, on se met à entendre justement tout ce qui est vivant, c'est-à-dire le corps de l'instrumentiste, c'est-à-dire des souffles. D'ailleurs, dans cet enregistrement pour flûte, bon, ça n'est qu'un extrait d'une œuvre qui dure 9 minutes, comme d'ailleurs pour les viols, ça n'est qu'un extrait. On entend, comme c'est du live de concert, on entend les respirations, ça amplifie les souffles. En fait, un instrument, c'est jamais propre quand on est proche de l'instrumentiste, et même un instrumentiste qui joue à cordes, il entend plein de crachouillis dans son son, et quand vous êtes à 20 mètres, eh ben, vous entendez un son pur, mais c'est précisément ces impuretés dans le son qui fait toute la richesse du son. C'est pour ça que c'est très important d'entendre en direct. Alors, donc, entendre en direct, vous lisez aussi de la musique ? La musique ancienne, beaucoup. De la musique moi, je lis tout. Tout. Je lis tout, j'écoute mes collègues beaucoup. Vous savez, les concerts de musique contemporaine, c'est un petit peu des rencontres professionnelles. Il y a plus de compositeurs dans la salle que d'auditeurs. Alors c'est souvent décrié, mais c'est bien gentil. Mais si ça n'existait pas, il n'y aurait pas d'échange. Oui, et il n'y aurait pas d'émulation, il n'y aurait pas toutes ces choses-là. Donc si, au contraire, c'est très important d'écouter les collègues. Et puis, c'est Pierre Boulez qui disait très joliment, un compositeur, c'est un prédateur. Et le mot dit bien ce que ça fait dire. On a besoin de voir, de dire, ah tiens, l'autre fait ça comme ça, mais moi, dans mon type d'écriture, voilà, je pourrais le retravailler de cette manière-là, dans un autre contexte, etc. Non, c'est absolument fondamental. Très bien, alors on va écouter un petit peu de musique de vous encore, avec une pièce Arrêt-Image, chantée par la maîtrise de Radio France, dirigée par Sophie Janin. Thank you.
C'était Arrêt Image, une pièce de Bernard de Vienne, interprétée par la maîtrise de Radio France sous la direction de Sophie Janin. RCN Tempo Classique, Dominique Breda. Alors Bernard de Vienne, vous nous avez dit tout à l'heure l'importance que revêtait le texte que vous mettiez en musique. Là, c'est un texte de qui ? Ce sont des petits haïkus japonais. D'accord, donc on Voilà, ne dit tout pas le nom simplement. des compositeurs. Non, je ne peux pas On le sait pas. Non, c'est pioché dans une anthologie. Et ça, j'ai fait le choix, je l'ai soumis à Sophie, elle était d'accord, c'était suffisamment imagé pour les enfants. Voilà, donc l'objectif était un petit peu d'arriver à leur faire le maximum de choses différentes. Voilà, c'est réussi. Donc, objectif réussi, voilà, Ouais, je ouais, pense. Donc on a dit environ 160 œuvres à votre actif. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes devant votre portée musicale encore blanche ? C'est un grand vide, c'est un bouillonnement, c'est une inspiration, c'est une idée, c'est quoi ? Déjà une forme ? Non, c'est très banal. Hein. Je me mets à ma table de travail tous les matins et je travaille. D'accord. Je suis désolé de dépoétiser la chose, mais non, la page blanche, bon, oui, c'est vrai qu'il y a une mythologie par rapport à ça. Après, on est plus ou moins en forme selon les jours. Non, là, l'important, c'est de travailler tous les jours et donc petit à petit, on a des idées, on les met sur le papier, elles se concrétisent. Et puis une fois qu'on a suffisamment d'idées préparatoires, et ben là, j'écris un premier jet. Oui. Donc c'est une première, on va dire une première forme hein, qui en général est la bonne. Et puis ça peut aller très vite. Par exemple, de récolter les idées, ça peut prendre un petit peu de temps, mais ça on n'a pas besoin d'être devant la table de travail. Il suffit de se balader avec un petit carnet et ça vient dans le métro, ça vient en faisant ses courses, ça vient comme ça et tout. Bon, une fois qu'on a tous ces documents préparatoires, ces papyrolles, comme disait Proust, on est là, on se met devant la table et on compose le premier jet. Ça peut aller, mais extrêmement vite. Par exemple, une pièce comme ça, de 5 minutes, je pense que ça m'a pris 2 jours. Mais par contre, après, le travail c'est pas encore de la composition à ce stade-là. Le travail de composition, c'est vraiment de gérer le temps, de savoir combien chaque partie va durer, comment les mettre en relation, s'il faut rajouter un petit bout à un endroit. Et ça peut prendre par contre beaucoup plus de temps. C'est la différence d'ailleurs entre la composition proprement dite et l'achèvement d'une œuvre. Il y a un hiatus entre les deux qui peut être assez long. Et en plus, qui peut, par rapport à l'idée initiale, le résultat final peut être très éloigné de l'idée initiale. Et quand vous avez vos idées, vous les gardez toutes pour la réalisation d'une œuvre ? Non, pas nécessairement. Vous les mettez de côté, elles peuvent servir pour une autre ? Oui, éventuellement, mais comment dire, les idées, c'est pas quelque chose d'incroyablement, c'est pas incroyablement élaboré à ce stade-là quand on parle d'un motif de base, une idée de base, c'est plutôt un potentiel. Donc, quand on laisse de côté, parce qu'on se rend compte que l'œuvre serait trop longue, ou alors qu'on commencerait à se répéter, donc voilà, il y a beaucoup de matériaux, et à partir de là, oui, on pioche plus ou moins. Mais à partir du moment où j'ai le premier jet, j'en suis plus à piocher. Le premier jet, après, c'est comment le retravailler de manière à ce que ça devienne, la présentation des choses devienne de plus en plus convaincante. Et pour moi, ce qui est important au niveau formel, c'est que la forme soit très cohérente, mais en même temps, qu'il reste toujours ce sentiment qu'une œuvre, c'est comme si c'était une association d'idées et que donc l'attention de l'auditeur doit être relancée en permanence par plein d'idées nouvelles qui fusent à droite à gauche. Et quand je dis idées nouvelles, c'est soit vraiment des motifs nouveaux, soit simplement des variantes d'autres motifs qu'on a déjà entendus ou qu'on va entendre. Donc c'est la première présentation, quoi. C'est assez. En fait, le travail formel, la gestion du temps, c'est quelque chose de très complexe en musique. Quand on a décidé de travailler de cette manière-là, c'est quelque chose qui peut être effectivement très complexe. Et c'est pour ça que j'ai une expression qui est assez parlante par rapport à ça. Une fois que j'ai mon premier jet, je dis que j'ai la mémoire du futur. Donc c'est une drôle d'expression, mais elle est tout à fait vraie. Mais c'est valable aussi quand on écrit un texte. Hein. Une fois qu'on a fait le premier jet, on sait
comment commence le texte, par où on passe et après comment il va finir. Et c'est ça la mémoire du futur, c'est qu'après quand on retravaille une pièce, on reprend son premier jet, on repart du départ justement, et on sait que tel motif va avoir telle variante à tel moment, telle autre variante à d'autres moments, telle autre variante, donc on sait à quel degré de travail ou comment on va le travailler au départ, comment on va le travailler au milieu. Et cette mémoire du futur, elle est très importante parce que c'est ce qui évite de se perdre quelque part dans sa propre forme. Et quand vous écrivez comme ça, vous pensez déjà à l'instrument pour lequel ça va être écrit ? Ah oui, alors ça, c'est totalement lié. C'est-à-dire quand j'ai des instrumentistes qui me demandent d'écrire pour eux, par exemple la pièce pour viol, j'avais jamais écrit pour viol, alors que je voulais écrire pour viol. Ma pratique de la musique ancienne m'avait familiarisé avec le son de cet instrument, mais je ne connaissais pas la technique de l'instrument. Et donc là, j'ai commencé par mettre plein d'idées sur le papier, et puis après, j'ai vu le responsable de l'ensemble, Atsushi Sakai, et sa femme Marion Martineau, qui sont absolument fantastiques parce qu'ils font eux aussi de l'improvisation et ils adorent l'invention, la recherche sur leur instrument. On a passé une journée entière à faire des tas d'essais, dont certains, comparativement aux saranguis indiens, en leur disant au-delà des frettes de l'instrument, vous pouvez jouer en glisse comme le sarangui. Ils me disent mais ça se fait jamais sur une viole baroque, mais par contre c'est très facile à faire. Donc on a fait des tas d'essais. Ça donne d'ailleurs dans ce que vous avez entendu. C'est dans la deuxième des pièces, il y a que des immenses glisses qui justement ne sont pas sur les frettes. Donc on a cherché plein de sonorités et c'est ça tout l'intérêt, quoi. Alors on va peut-être écouter maintenant un extrait de votre 5e symphonie de chambre qui s'appelle L'étoffe des rêves. Vous pouvez nous en dire 2 mots ? Oui, alors là, c'est une pièce orchestrale avec un piano soliste à certains moments. Quoi, j'appelle ça des symphonies de chambre avec un instrument principal. Jusqu'à maintenant, j'en ai 6. C'est-à-dire que c'est pas vraiment un concerto, c'est pas vraiment une symphonie, c'est une forme mixte entre les deux qui me permet justement que cet instrument principal apparaissent sur le devant à certains moments, soit un instrument de l'ensemble à d'autres, ou disparaissent complètement. Donc je suis plus libre qu'une forme concerto, et je trouve ça beaucoup plus riche, justement pour relancer les choses en permanence. Et c'est pas mal, mais je l'expliquerai après, c'est pas mal l'illustration de ma manière de composer au niveau formel et les mots que je peux mettre dessus. On écoute.
C'était le début de la 5e symphonie de chambre de Bernard de Vienne, mon invité de Tempo Classique, et qui s'appelle L'étoffe des rêves. C'était le nouvel ensemble contemporain avec Ankudza Aprodu au piano, Claire Levaché à la direction. Alors, cette pianiste, elle a travaillé avec vous, enfin vous avez travaillé avec elle pour tout ça ? Le piano, c'est un instrument que je connais bien. Oui, une fois que j'ai écrit l'œuvre, évidemment, je lui ai montré. Et on fait toujours des petits aménagements. Parce qu'il y a toujours des choses qu'on pense plus ou moins possibles. jouables, voilà, à cause d'une altération mal placée, par exemple. Oui, non. Et puis un truc maladroit. Et quelquefois, il vaut mieux un petit peu aménager. Et c'est beaucoup plus facile et plus fluide à l'arrivée. Voilà. Très bien. Alors, vos œuvres, on a dit que c'était un petit peu des work in progress, dont la forme était pour vous quelque chose de primordial. Oui, work in progress, je sais pas. Par contre, oui, la forme, la réflexion sur la forme est une chose qui est absolument fondamentale pour moi, mais depuis toujours. Quand j'ai commencé ma carrière comme flûtiste dans un très grand ensemble de création contemporaine dans ma jeunesse, je peux le dire comme ça. Déjà à l'époque, très souvent dans beaucoup d'œuvres contemporaines, je trouve que la faiblesse des œuvres, c'est pas l'inventivité, c'est pas les recherches de timbres, les recherches sur les instruments qui sont absolument fantastiques et tout. C'est très souvent la gestion du temps, très souvent la forme. Donc moi, ça m'a préoccupé dès le départ. Et puis la forme, c'est quelque chose c'est un grand mot. Goethe disait la forme, on sait pas quoi en dire, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui évolue avec le temps. Là, ça vaut la peine de se prendre une petite explication par rapport à ça, en ce sens que jusqu'au 19e, la structure de la musique et la structure grammaticale étaient un peu la même, puisque les modèles, la musique venait beaucoup de la musique vocale, qui est donc du coup la rhétorique était très liée à la musique. Bach, par exemple, était en même temps professeur de rhétorique, parce que les structures grammaticales et les structures du langage et donc les structures de la musique étaient en fait très très proches. C'était le modèle principal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas à côté de la musique de danse avec des rythmes et tout, mais le vrai modèle savant était la musique qui était un modèle lié à la parole. Voilà, tout simplement. Par contre, au 19e, les choses changent. Et ce sont des nouvelles manières d'appréhender la forme qui commencent à se mettre en place. Pour certaines, des formes beaucoup plus fragmentaires, d'où le grand débat au 19e entre la musique vocale et la musique pure. En fait, ce qu'il y a derrière ce grand débat au 19e, c'est le fait que on se met à penser la forme pour elle-même détachée de la parole au 19e. Donc, nécessairement, ça ouvre le champ de toute une réflexion formelle, dont une qui est vraiment importante et qui débouchera sur la polyphonie, tel que Mahler peut le faire par exemple dans le premier mouvement de sa 4e symphonie. C'est-à-dire c'est des formes très fragmentaires avec beaucoup d'éléments qui se contredisent, qui s'entrechoquent, et c'est quelque chose qu'on trouve chez Berlioz. Qu'on trouve chez Gounod, paradoxalement, qui est un continuateur de Berlioz. Donc on va trouver chez Mahler, qu'on va trouver évidemment après chez Schoenberg, dans tout le sérialisme. Et cette forme a pris de plus en plus d'importance. Et c'est pas un hasard que Goethe est le premier à dire que justement que la musique est organique. Le mot organique apparaît en musique à cette époque-là, alors qu'il n'était pas particulièrement employé avant, et organique précisément parce que d'un seul coup, j'allais dire, le corps, par le biais du romantisme et après, rentre de plus en plus en ligne de compte dans l'écriture musicale, jusqu'à aujourd'hui, où maintenant on est obligé, on a des formes de plus en plus mouvantes, c'est-à-dire soit on a des processus, par exemple
comme la valse de Ravel ou le boléro, des processus, soit on a des formes qui sont basées sur ce qu'on appelle l'harmonie timbre. Debussy est un bon exemple de ça, où c'est la couleur en elle-même, la qualité des accords et des enchaînements de ces qualités de son qui prédominent. Et il faut bien arriver aujourd'hui à théoriser et à penser cette forme d'une manière nouvelle, Et il est sûr, en tout cas pour moi, que le modèle, par métaphore, le modèle génétique est probablement assez proche d'un certain nombre d'écritures, dont la mienne, c'est-à-dire des écritures qui sont plus plastiques, plus mouvantes. Finalement, la génération ou le passage d'un motif à un autre, ou les échanges horizontaux, comme on dit en génétique, de certaines caractéristiques d'un motif à un autre motif, donne une espèce de plasticité au développement musical qui est une des caractéristiques de ma musique, mais pas que de ma musique. C'est une grande métaphore qui peut expliquer un certain nombre d'écritures de la deuxième moitié du XXe. Moi, je vais même plus loin. Je pense qu'on n'est pas capable d'inventer un autre modèle que le modèle qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire le vivant, tout simplement. Et donc la croissance, la manière dont croît le vivant. Et moi, ça me gêne pas du tout de dire du neuf que c'est un organisme vivant au sens propre du terme. Ça peut expliquer un certain nombre de choses. Voilà. Eh bien, écoutez, cet organisme vivant, on va peut-être l'écouter avec le début du premier quintet avant de Bernard de Vienne.
C'était le début du premier quintet avant de Bernard de Vienne dans l'interprétation du concert impromptu. Tempo classique sur RCN, Dominique Breda. Alors Bernard de Vienne, vous êtes proche de vos interprètes, hein? Beaucoup. Jusqu'où va leur implication? Ça va plus loin que de l'investissement. Oui, il y a de l'amitié, évidemment, Ouais. mais il y a surtout le plaisir de travailler ensemble, le plaisir de la recherche ensemble, le plaisir pour les instrumentistes d'aller au-delà de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Voilà, c'est. Vous parliez d'intention à propos de l'attitude de vos interprètes, que ça allait au-delà de l'investissement musical, qu'il fallait une intention autre. C'est toujours la même chose, c'est ce qu'on appelle la zone de confort. On peut très bien jouer son instrument et s'en contenter, il n'y a aucune critique à faire de ça. Voilà, on en fait son métier. Après, vous avez une catégorie d'instrumentistes qui ont envie justement d'aller plus loin. C'est ce que j'appelle l'intention, c'est-à-dire de vraiment s'impliquer dans la recherche, d'être une force de proposition auprès des compositeurs, de se dépasser. Et ça, c'était le premier ensemble où j'ai joué, Musique Vivante, c'était ça, c'était les plus grands interprètes de l'époque, qui étaient tous des grands improvisateurs, comme Portal, comme Globocar, comme Drouet, à la percussion, donc Globocar au trombone et tout. Et là, dans ce cas-là, on est, j'allais dire, on rentre dans un autre domaine. Et quand très jeune, vous avez côtoyé des gens comme ça, vous vous rendez compte qu'effectivement, vous pouvez demander plus que la zone de confort. Mais bon, tous les instrumentistes n'ont pas envie, et c'est pas critiquable. C'est tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Quand on n'est pas tous pareils, c'est tout. Moi, j'aime bien travailler évidemment avec des gens comme ça, parce que pour moi, composer, c'est nécessairement écrire quelque chose de nouveau, arriver à un son nouveau. Vous voyez là, ce quintet avant que vous venez d'entendre, bon, s'appelle Comme si c'est un extrait de Mallarmé, c'est pas pour rien. Et le quintet avant, très souvent, ça sonne, surtout en écriture française, ça sonne un peu plan-plan, et pas nécessairement très joli en plus, alors que c'est une formation, c'est un orchestre en miniature, puisque ce sont 5 instruments qui sont complètement hétérogènes, et justement, contrairement à un quatuor à cordes qui est très homogène, et donc en écrivant, on essaye de donner de l'hétérogénéité, le quintet avant, il est hétérogène, et c'est sa force justement, mais il faut justement ne pas, pour moi, il faut pas essayer en écrivant pour un quintet avant de le rendre homogène, ça n'a aucun sens. Au contraire, il faut jouer sur l'hétérogénéité des instruments, et dans ce cas-là, j'ai écrit 3 quintets avant, et j'ai écrit aussi un sextuor pour piano et quintet avant, et à chaque fois, j'ai réussi à faire sonner le quintet avant complètement différemment, parce qu'en fait, il y a plein de possibilités. C'est une formation absolument formidable, et d'ailleurs qui correspond beaucoup plus à l'écriture contemporaine, précisément parce que l'écriture contemporaine est très hétérogène par rapport à l'écriture classique. D'accord. Vous définissez votre musique comme étant de la musique française, ce qui n'a rien d'anormal. Vous pouvez définir un petit peu? C'est toujours compliqué de définir ça. Oui, parce que j'ai le rapport au timbre, à la qualité du son, est absolument fondamental dans mon écriture, dans mon orchestration. J'aime bien les sons très raffinés, les combinaisons complètement inouïes au niveau
au niveau instrumental et qui justement produit des alliages de sons, qui produisent des choses complètement nouvelles. Et ce faisant, je m'inscris dans la lignée de Debussy, et évidemment Ravel, mais peut-être plus Debussy, parce que sur le fond, Debussy est un véritable inventeur et novateur par rapport à ça, plus que Ravel, même si Ravel est un orchestrateur hors du commun. Entre guillemets, il a moins inventé que Debussy. Même au niveau formel, il a moins inventé. Debussy a été beaucoup plus loin, mais ça, bon, les compositeurs se divisent en deux. Hein. Il y a ceux qui sont des inventeurs parce que, j'allais dire, c'est dans leur ADN d'être complètement inventeurs, et il y a ceux qui ne le sont pas particulièrement, mais par contre, qui sont des tels musiciens, des tels compositeurs que ça se discute pas. Les deux exemples classiques les plus connus, c'est Mozart et Haydn. Haydn est un inventeur de forme continuelle toute sa vie, jusqu'à ce qu'il meure, et il est mort tard. Alors que sur le fond, Mozart n'a pas véritablement inventé d'un point de vue formel. Par contre, il a une manière de présenter les choses qui lui sont propres et qui sont à pleurer quand ce sont des bonnes œuvres de Mozart. Elles sont absolument inouïes, et il n'y a que lui qui a pu faire ça. Mais sous l'angle purement formel, c'est pas celui qui a le plus inventé. Voilà, tout simplement. On va peut-être écouter pour terminer une œuvre pour piano, Paper Music.
C'était Paper Music de Bernard de Vienne dans l'interprétation de Fabrizio Vitti. Alors Bernard, on arrive déjà à la fin de notre émission. Alors la question rituelle, qu'est-ce que l'art? Utile ou inutile? Selon les critères d'aujourd'hui, parfaitement inutile, puisque l'art c'est lié à la sensibilité, à la poésie, à un rapport au monde sensible, dont le consumérisme actuel voudrait nous faire croire que le plaisir est la même chose que la sensibilité. Mais non. Et puis l'art c'est fait pour sortir de la zone de confort, c'est fait pour nous faire réagir, nous faire réfléchir sur nous-mêmes. Ça a plein de vertus l'art. La première, c'est quand on pratique ça soi-même, c'est de nous transformer, et c'est pas anodin, et c'est pour ça que la pratique instrumentale, elle ne cessera jamais. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter sur ces quelques mots. Merci Bernard d'avoir participé à cette émission. Merci à Jean-Luc pour la technique, et puis on se dit à mardi prochain. Et merci de l'invitation, Dominique. Avec plaisir. RCN, www.rcn-radio.org